En août 1998, la famille Morrison a chargé sa voiture pour ce Ouais, qui aurait dû être un voyage de camping parfait d'une semaine à Mammoth Cave, dans le Kentucky. ouais. C'était la dernière fois que quelqu'un voyait la famille Morrison en vie. 20 ans plus tard, un géomètre utilisant un drone pour cartographier des terres forestières isolées dans l'est du Kentucky a fait une découverte qui allait tout changer. Au fond des bois, caché sous des décennies de végétation envahissante, se trouvait un gouffre massif. Et au fond, un cimetière chaotique de voitures rouillées et mutilées, empilées comme des jouets cassés. Des centaines d'entre eux. Y compris la Honda Accord 1996 de la famille Morrison, disparue depuis 2 décennies. Ce que les enquêteurs ont découvert dans ce cimetière automobile caché révélerait une conspiration si vaste, si froide, qu'elle opérait au vu et au su de tous depuis plus de 20 ans, transformant les voyages en famille en plans meurtriers rentables. Jake Morrison avait maintenant 34 ans et vivait toujours dans la même maison de Columbus où il avait grandi. Le même Porsche où il se tenait, fiévreux, et regardait sa famille partir en voiture ce matin d'août 1998. 20 anniversaires seulement. 20 matins de Noël sans personne à appeler. Il avait 14 ans à l'époque, malade à la maison à cause de la grippe, tandis que ses parents et ses 2 sœurs partaient pour leur voyage annuel. Son père avait klaxonné 2 fois, une tradition familiale. Sa mère lui avait envoyé un bisou. Sarah avait crié « Sens-toi mieux, perdant », à travers la vitre baissée. Et Jenny venait de faire un signe de la main, déjà perdu dans son Walkman. Il était censé partir avec eux. Mais la fièvre, 40 degrés Celsius, et une toux violente l'avaient retenu à la maison. Jake passait désormais ses journées à poser des cloisons sèches et à remplacer les cadres de fenêtres pourries, maintenant ainsi l'entreprise de construction familiale en vie dans le même garage où son père stockait autrefois ses outils. Construction Morrison. Le panneau magnétique sur son camion de travail était décoloré par le soleil, mais toujours lisible. Il était en train de nettoyer les coutures dans la cuisine de Patterson lorsque son téléphone a sonné. Ses mains étaient blanches à cause du composé à joint, le propriétaire planait derrière lui, soulignant chaque imperfection. Numéro inconnu. Indicatif régional du Kentucky. Jake Morrison, dit-il en coinçant le téléphone entre son épaule et son oreille. C'est l'agent Beth Coleman, de la police d'État du Kentucky. Je vous appelle au sujet de votre famille. L'estomac de Jake se serra. Après 20 ans, ces mots me frappent toujours comme un coup de poing dans le ventre. Il posa son couteau à mastic et sortit sur le porche. La femme Patterson pouvait attendre. Et eux, demanda-t-il d'une voix prudente et plate. Nous avons peut-être trouvé leur véhicule. Jake s'assit durement sur les marches. Ses jambes ont lâché. Ouh. Sa voix se brisa comme s'il avait à nouveau 14 ans. Le ton de l'agent Coleman était doux, mais professionnel. Un géomètre nommé Dal Rivers utilisait un drone pour cartographier une zone forestière isolée, à environ 60 miles à l'est de Mammoth Cave. Il a découvert ce qui semble être un grand gouffre rempli de véhicules. Des dizaines, peut-être plus. Ils sont là depuis longtemps. La gorge de Jake s'assécha. Et tu penses? Nous avons repéré ce qui ressemble à une berline jaune correspondant à la description de la Honda Accord 1996 de votre famille. Les plaques d'immatriculation sont trop corrodées pour être lues à partir des images du drone, mais la marque, le modèle et la couleur sont cohérents. Jake ferma les yeux. Papa était si fier de cette voiture. À peine utilisée, avait-il dit lorsqu'il l'avait achetée chez Brennan Auto Sales. Rick Brennan connaît les bonnes voitures. Celle-ci nous durera 20 ans. 20 ans. Tu es toujours là, demanda Coleman. Ouais, dit Jake en se frottant le visage de sa main libre. Ouais, je suis là. Nous allons avoir besoin que vous veniez jeter un œil. Je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin d'un membre de la famille pour nous aider à l'identification. Vous êtes répertorié comme le plus proche parent dans le dossier initial des personnes disparues. Le plus proche parent. Il détestait cette phrase. Cela donnait à tout cela un aspect officiel, définitif, comme s'il s'agissait déjà de simples formalités administratives. Quand, demanda-t-il. Dès que tu le pourras. L'inspectrice Amanda Cross est venue de Louisville pour prendre la direction de l'enquête. Elle est spécialisée dans les affaires non résolues. Elle voudra te parler. Jake regarda à travers la porte moustiquaire la cuisine à moitié finie. Le composé de cloisons sèches commençait probablement déjà à prendre. Il devrait le gratter et recommencer plus tard. Je peux être là ce soir, a-t-il dit. Tu es sûr? Je sais que c'est un choc.
Tu devrais peut-être. J'attends cet appel depuis 20 ans, dit Jake. Je serai là ce soir. Coleman lui a donné l'adresse du poste de police de l'État du Kentucky à Bowling Green. Elle a dit que le détective Cross le retrouverait là-bas à 9 h demain matin. Ensuite, ils se rendaient ensemble sur le site. Après avoir raccroché, Jake resta assis sur le porche pendant un long moment, à regarder son camion de travail garé dans l'allée. Le même genre de Ford blanche que conduisait son père, à l'époque où Morrison Construction était bien plus qu'un simple homme essayant de rester suffisamment occupé pour ne pas penser. Il a appelé la femme Patterson et lui a dit qu'il avait une urgence familiale. Il finirait sa cuisine à son retour. Elle n'était pas contente, mais Jake s'en fichait. Certaines choses étaient plus importantes que les angles droits et la satisfaction du client. Le trajet jusqu'à Bowling Green a duré 4 heures. Jackie est arrivé en 3h30, s'arrêtant seulement une fois pour faire le plein et prendre un café amer qui avait le goût de l'huile moteur. Il s'est enregistré dans un motel qui sentait la cigarette et l'eau de Javel. Il n'a pas dormi. Au lieu de cela, il s'assit sur le couvre-lit rugueux et ouvrit son téléphone. Les photos étaient enterrées dans un vieux dossier. Maman et papa le jour de leur mariage, si jeunes, si vivants. Sarah dans sa robe de retour à la maison, levant les yeux au ciel pendant que Jake prenait des photos. Jenny, à qui il manque 2 dents de devant, tient un dessin en bâtonnet de leur famille aux 5 sourires devant une petite maison tordue. La dernière photo date de ce matin-là. Papa charge la glacière dans le coffre. Maman vérifie son sac à main pour la 3e fois. Sarah et Jenny se disputent pour savoir qui peut s'asseoir près de la fenêtre. En arrière-plan, faiblement à travers la fenêtre de la cuisine, on pouvait voir Jake sur le canapé. Un thermomètre dans la bouche. Une boîte de mouchoirs sur sa poitrine. Il était tellement en colère d'avoir raté le voyage. Maintenant, il se demandait si rester à la maison lui avait sauvé la vie. Ou la ruiner. À 8h30 le lendemain matin, il était déjà assis sur le parking du poste de police de l'État du Kentucky, regardant les officiers aller et venir à travers les portes vitrées. Ses mains tremblaient tandis qu'il buvait encore plus de café de station-service, pire que celui de la veille. À 9 h précises, une femme vêtue d'un blazer gris et d'un jean foncé est sortie du bâtiment et s'est dirigée vers son camion. Elle avait des cheveux bruns courts et des yeux fixes, des yeux qui avaient trop vu, mais qui se souciaient toujours. Jake a baissé sa fenêtre. « Jake Morrison » demanda-t-elle. Il hocha la tête. Inspectrice Amanda Cross. Je suis désolé que nous devions nous rencontrer dans ces circonstances. Elle avait une poignée de main ferme. Professionnelle mais gentille. Jake l'a aimé immédiatement. L'agent Coleman a dit que vous étiez spécialisé dans les affaires non résolues. 23 ans dans la police, dit-elle en jetant un coup d'œil au dossier qu'elle tenait à la main. Les 8 derniers se sont concentrés exclusivement sur des cas comme le vôtre. Des familles qui méritent des réponses, même si ce ne sont pas celles que nous voulons entendre. Jake est sorti du camion et l'a suivi jusqu'à une berline banalisée. L'air était vif et pur, rien à voir avec le matin humide doux dont il se souvenait il y a 20 ans. Avant de partir, dit Cross alors qu'ils attachaient leur ceinture. Je veux que vous compreniez dans quoi nous nous engageons. Ce n'est pas seulement un accident de voiture, Jake. L'estomac de Jake se serra. Que veux-tu dire? Le gouffre est énorme, 60 pieds de large et 40 pieds de profondeur. Et c'est plein de voitures. Pas seulement celles de votre famille. Des dizaines d'entre eux, peut-être plus. Toutes les marques et modèles différents. Tous semblent dater des années 1990 et du début des années 2000. Elle le regarda. Ils ont été arrangés. Délibérément. Empilés et positionnés pour maximiser l'espace. Jake la regarda fixement. Arrangés par qui? C'est ce que nous allons découvrir. Cross a démarré le moteur. Quelqu'un utilise cet endroit comme dépotoir depuis très longtemps. Et la voiture de ta famille? Ce n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Alors qu'il s'enfonçait dans les collines du Kentucky, serpentant vers la forêt où Dal Rivers avait fait sa découverte, Jake sentit quelque chose bouger en lui. Pas d'espoir. L'espoir était trop fragile. Trop dangereux. Mais peut-être. Pour la première fois depuis ce matin d'août 1998. Il était enfin proche de la vérité. Même si ce n'était pas la vérité qu'il voulait. La route forestière se rétrécit à peine à 2 traces de pneus. La berline de Cross rebondissait sur les ornières et les racines alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la nature sauvage.
Comment Dale Rivers a-t-il pu trouver cet endroit, demanda Jake en agrippant la portière alors qu'il heurtait un autre nid de poule. Un pur hasard, a déclaré Cross. Il faisait une étude pour une entreprise d'exploitation forestière. Cartographie de la valeur du bois avant de faire une offre. Son drone a détecté l'anomalie lors d'un balayage de routine. Jake regarda par la fenêtre la canopée au-dessus de sa tête. La lumière du soleil perçait en motifs dispersés. Tout à l'extérieur semblait onirique, irréel. Combien de kilomètres encore? Encore 1 mile environ, dit-elle. Ensuite, nous marchons. Ils ont continué à rouler en silence. Les paumes de Jake transpirent. Sa poitrine est serrée. Pour la première fois depuis 2 décennies. Il ne détournait pas le regard. Il se dirigeait droit vers elle. 20 ans d'interrogation, et maintenant il allait enfin voir où l'histoire de sa famille se terminait, ou peut-être où elle avait vraiment commencé. La berline aborda un virage, et Jake eut le souffle coupé en voyant la scène. Plusieurs voitures de la police d'État du Kentucky étaient stationnées au bord de la route, ainsi qu'un fourgon de police scientifique et un pick-up cabossé qui appartenait probablement à Dale Rivers. Un ruban de scène de crime était tendu entre les arbres, formant un périmètre autour d'une clairière à l'aspect trompeur et naturel. Cross se gara derrière la camionnette et coupa le moteur. Avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes ce que tu vas voir, dit-elle doucement. Ça va être bouleversant. On parle de centaines de véhicules couvrant plus de 2 décennies. Certains sont tellement rouillés et détériorés qu'ils sont à peine reconnaissables. Jake hocha la tête en silence, incapable de se fier à sa voix. Si tu as besoin de t'arrêter, dis-le. Il n'y a pas de honte à ça. Ils descendirent de la berline. Cross le conduisit vers un groupe d'agents postés au bord de la clairière. Les oreilles de Jake captèrent le grésillement des radios de la police, les murmures et le bourdonnement lointain des générateurs alimentant le matériel de police scientifique. Mais par-dessus tout, le son le plus fort était le battement de son propre cœur, résonnant comme un tambour de guerre dans ses oreilles. Un homme de grande taille, vêtu d'une salopette et d'une casquette usée, s'approcha. Sa peau était burinée, ses mains tachées de terre, visiblement un homme habitué à la vie en extérieur. « Tu dois être un membre de la famille, dit-il en lui tendant une main calleuse. Dale Rivers. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Jake lui serra la main. Tu les as trouvés. Rivers hocha la tête, l'air sombre. Il arpente le terrain depuis 15 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel que ce trou. Cross fit un geste vers les arbres. Montrez-nous. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, suivant les traces de peinture orange sur les troncs d'arbres. Après environ 200 mètres, le faible bourdonnement des générateurs s'amplifia. Jake sentit une odeur chimique dans l'air, probablement due aux conservateurs utilisés par l'équipe de police scientifique. Puis ils ont atteint une crête, et Jake l'a vu. Le gouffre était immense, une profonde plaie déchiquetée dans la terre, comme ouverte par une force ancestrale. Des projecteurs portatifs entouraient le bord, projetant leurs faisceaux violents dans les profondeurs. Et dans ces profondeurs, un jardin métallique tortueux s'étendait devant eux. Des dizaines de véhicules aux berlines, camions, monospaces s'empilaient et se coinçaient les uns dans les autres, formant un labyrinthe rouillé. Certains n'étaient plus que des silhouettes squelettiques, tandis que d'autres conservaient encore suffisamment de forme pour laisser entrevoir leur passé récent. Les genoux de Jake cédèrent. Il s'agrippa à un arbre pour ne pas s'effondrer. « Jésus, murmura-t-il. La Honda jaune est au fond, dit doucement Cross. À peu près à mi-chemin. Tu veux t'approcher? Jake se força à hocher la tête. Ils longèrent le bord du gouffre jusqu'à ce que Cross s'arrête et le désigne. C'était là. Même après 2 décennies, il l'avait immédiatement reconnu. La lunette arrière bombée. La bosse sur la portière passager due à un caddie. La galerie de toit censée transporter leur matériel de camping. La voiture de sa famille. Ensevelie sous des années de silence et de rouille. C'est ça, dit Jake d'une voix creuse et distante. C'est leur voiture. Cross a noté une note dans son carnet. Nous aurons besoin d'une pièce d'identité officielle une fois extraite, mais cela nous sera utile. Jake continuait à fixer la fosse, son ampleur écrasante. Depuis combien de temps cela dure-t-il? D'après ce que nous pouvons voir, a déclaré Cross, les véhicules les plus anciens semblent dater du début des années 90. Les plus récents datent d'environ 2005 ou 2006. Cela représente environ 15 ans. Quelqu'un a abandonné des voitures ici pendant 15 ans? Jake a demandé.
Dale Rivers s'est placé à côté d'eux. Ce n'est même pas le plus étrange. Vous voyez comment ils sont disposés. Ce n'est pas aléatoire. Quelqu'un a pris le temps de les empiler, de les assembler. C'était organisé. Jake regarda de plus près. Rivers avait raison. Les voitures n'étaient pas simplement jetées. Des véhicules plus petits étaient coincés dans les interstices. On aurait dit un immense puzzle tridimensionnel. Qui ferait quelque chose comme ça? Quelqu'un ayant accès à de la machinerie lourde, répondit Cross. Et quelqu'un qui savait que cet endroit ne serait pas perturbé. C'est un terrain privé appartenant à une entreprise forestière de Nashville. Ils n'ont pas exploité cette section depuis plus de 30 ans. Un jeune technicien en criminalistique s'est approché, vêtu d'une combinaison blanche, les cheveux noirs courts cachés sous une casquette. Détective Cross, nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir. Cross regarda Jake. Tu peux continuer? Jake hocha la tête, même si tout en lui criait le contraire. Le technicien les a conduits vers une autre zone du bord du gouffre et a pointé vers le bas. Tu vois ce pick-up bleu? Celui avec la coque blanche? Jake suivit son regard. Nous avons reçu une plaque d'immatriculation partielle. Elle a été déclarée volée en 1999 dans un camping près de Land Between the Lake. Les Henderson. Famille de 4 personnes. Disparue sans laisser de traces. Le visage de Cross s'assombrit. Personne disparue. Tennessee. Parents et 2 enfants. Jamais partis. Camping abandonné. Nourriture sur la table. Vêtements dans la tente. Aucun signe d'eux ni de leur camion. Jake eut un haut le cœur. Combien de familles y a-t-il là-bas? Le technicien a vérifié sa tablette. Correspondance partielle de plaques d'immatriculation sur 16 véhicules. Au moins 8 d'entre eux étaient liés à des disparitions non élucidées. Toutes des familles. Tous datant de la fin des années 1990 au milieu des années 2000. Le poids de tout cela commençait à peser sur lui. Il ne s'agissait pas seulement de sa famille. C'était un cimetière caché. Des dizaines de familles disparues. Toutes finissaient dans ce lieu oublié. Il faut qu'on y aille, dit Cross. Je veux voir cette Honda. Ils commencèrent à préparer la descente. Matériel de rappel, harnais. Jake observait d'en haut Cross et 2 techniciens descendre, leurs lampes frontales perçant l'obscurité comme des lucioles. Depuis le bord, Jake pouvait voir Cross se faufiler prudemment à travers les décombres vers la voiture familiale. Elle avançait lentement, prenant des photos et annonçant ses découvertes. Arrivée à la Honda jaune, elle s'arrêta près de 20 minutes, examinant chaque recoin. Puis elle leva les yeux et l'appela. « Jake, j'ai besoin que tu viennes ici. » L'idée de descendre dans ce cimetière rendait Jake nauséeux, mais il devait le voir. L'équipe l'a équipé et l'a aidé à descendre. Le sol du gouffre était irrégulier, couvert de métal déchiqueté, de verre et d'ombre. De près, l'odeur était pire, de la rouille, de l'huile et autre chose. Quelque chose d'organique. De pourriture. Humain. Cross se tenait à côté de la Honda. Son visage était pâle, sérieux. « Regarde ça, dit-elle. » Jake avança prudemment, le cœur battant. Lorsqu'il vit ce qu'elle lui montrait, tout en lui se figea. 2 mots grossiers étaient gravés sur la vitre arrière. Faible mais indéniable. Aidez-nous. Les lettres étaient irrégulières, comme gravées à la clé ou avec du métal cassé. Un cri venu des profondeurs du désespoir. Jake trébucha en arrière. Il avait le souffle coupé. « Qui a écrit ça ?» demanda-t-il, à peine dans un murmure. Cross a éclairé les marques avec sa lampe torche. Difficile à dire. Ça aurait pu être n'importe laquelle. À en juger par la fraîcheur des rayures, elles ont été faites juste avant, quoi qu'il arrive. Jake tendit la main et toucha la voiture. Malgré la rouille, il vit l'autocollant délavé que sa mère avait collé là, 2 adultes et 3 enfants se tenant la main. Autrefois destinée à donner une allure conviviale à la voiture, elle est aujourd'hui une pierre tombale. Il faut l'ouvrir, dit Cross. Vérifiez à l'intérieur. La portière du conducteur était abîmée, mais non scellée. Elle s'ouvrit en grinçant, comme pour protester contre la vérité qu'elle avait cachée pendant 20 ans. Cross braqua sa lampe torche sur la cabine abandonnée, tandis que Jake se penchait par-dessus son épaule. Les sièges avant étaient toujours là,
bien que le tissu est pourri et que des rongeurs aient fait leur nid dans le rembourrage. Le tableau de bord était intact, mais déformé par des années d'humidité et de décomposition. Puis Jake vit quelque chose qui lui fit un pincement au cœur. Coincé entre le siège passager et la console centrale, il y avait un petit élastique violet, le genre que Jenny portait pour garder sa frange hors de ses yeux. « C'est à elle, » dit Jake, la voix brisée, la gorge nouée. « C'est à Jenny. » Cross retira soigneusement l'élastique à cheveux avec une pince à épiler et le glissa dans un sac à preuve. « On va faire des tests ADN, mais si vous êtes sûr, j'en suis sûr. » Jake se souvenait avoir acheté exactement ce paquet d'élastiques à cheveux à la pharmacie. Jenny avait perdu le sien à l'école et avait pleuré pendant 1 heure. Elle avait toujours été si méticuleuse avec ses cheveux, les coiffant avec soin devant le miroir avant de les emporter. Ils s'installèrent sur la banquette arrière. D'autres traces de sa famille. Une brique de jus froissé, celle de Sarah, probablement. Un roman d'amour de poche qui ressemblait à celui de sa mère. Et puis, quelque chose qui serra la poitrine de Jake de chagrin. Un petit éléphant en peluche gris, usé par des années d'amour, celui sans lequel Jenny ne pouvait dormir depuis l'âge de 3 ans. Elle ne l'aurait jamais laissé seul. S'ils avaient laissé la voiture eux-mêmes, elle l'aurait emporté avec elle, murmura Jake. Cross attrapa l'éléphant avec précaution. Que pouvez-vous me dire d'autre sur les habitudes de votre famille? Quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre comment ils sont arrivés ici? Jake ferma les yeux, fouillant dans ses souvenirs. Ce dernier matin. Son père avait été méticuleux, toujours à tracer des itinéraires, à vérifier le réservoir d'essence, la météo. Il n'était pas du genre à prendre des risques ni à prendre des inconnus. Et leur destination? Tu as dit qu'ils allaient à Mammoth Cave. Oui, acquiesça Jake. Ils avaient réservé au camping de Green River. On y allait tous les étés depuis que je suis petit, même camping, même emplacement si on pouvait en avoir. Papa disait que c'était une tradition. Cross prit des notes. Il connaissait donc bien l'itinéraire. Papa aurait pu conduire les yeux bandés, dit Jake. On prenait les mêmes routes chaque année. Puis un souvenir a refait surface. Il y avait un endroit où on s'arrêtait toujours, une station-service avec un restaurant, à peu près à mi-chemin. Maman adorait leurs tartes. On se dégourdissait, on allait aux toilettes, on mangeait un morceau. Tu te souviens du nom? Demanda Cross. Turner's Travel Stop, répondit Jake. À côté de l'autoroute 31E. Il y avait des pompes à essence à l'ancienne et un grand panneau avec un camionneur de dessin animé. Cross leva les yeux de son carnet. Ça aide. On va vérifier s'ils s'y sont arrêtés, voir si quelqu'un s'en souvient. Un cri retentit d'en haut. L'un des techniciens de la police scientifique appelait depuis le gouffre. Inspecteur Cross. On a trouvé quelque chose ici, que vous devez absolument voir. Ils remontèrent, les jambes de Jake tremblant non seulement à cause de l'effort, mais aussi de la peur grandissante. Tout dans cet endroit semblait anormal, comme une blessure laissée à suppurer pendant des décennies. Au sommet, le technicien les a conduits à 50 mètres du gouffre, jusqu'à une parcelle de sol forestier débarrassée des débris. Nous avons élargi nos recherches et avons trouvé ceci, a-t-il déclaré, en montrant ce qui ressemblait à un camping oublié depuis longtemps. Un anneau de feu fait de pierre, de métal rouillé qui aurait pu être un équipement, et puis, le sang de Jake se glaça. Une croix en bois. De facture grossière. Grise patinée. Plantée en biais. Sans nom. Sans date. Juste un repère dans la nature. Combien? Demanda doucement Cross. Le technicien fit un geste circulaire. On en a trouvé 6 pour l'instant, alignés grossièrement. À environ 6 mètres de distance. Comme un cimetière. Jake fixait le paysage, l'esprit en ébullition. 6 croix. 6 familles, peut-être. Combien de personnes sont mortes ici, dans ce coin oublié du Kentucky? Il nous faudra des chiens de recherche de cadavres, dit Cross. Et une équipe archéologique complète. C'est plus important que prévu. Juste à ce moment-là, le téléphone de Jake sonna, le son tranchant le silence comme une lame. Il faillit ne pas répondre. Mais l'afficheur indiquait un numéro local. Jake Morrison. Jake, c'est Carol. La voix de sa tante était tendue par l'inquiétude. Je viens de voir aux infos qu'ils ont retrouvé la voiture de ta famille. C'est vrai? Jake regarda autour de lui, la scène de crime signalée, le gouffre, les croix.
Oui, tante Carole. C'est vrai. Oh, chérie. Sa voix se brisa. Après toutes ces années. Tu vas bien? Où es-tu? Je suis sur place avec la police. Ils sont encore en train de traiter l'affaire. Il y eut un silence. Puis Carole dit quelque chose qui fit se retourner Jake. Ce n'est probablement rien, mais hier, j'ai trouvé quelque chose qui me tracassait. Un reçu du concessionnaire où ton père a acheté la Honda. Chez Rick Brennan. Jake se concentra davantage. Et alors? Le reçu indique qu'ils ont acheté la voiture le 15 juillet. Mais j'aurais juré que David m'avait dit qu'il l'avait achetée en juin. Il voulait l'emmener en camping. Pourquoi est-ce important? Je ne sais pas, dit-elle. C'est bizarre. Pourquoi acheter une nouvelle voiture et la conduire immédiatement à travers les montagnes? Jake sentit un frisson s'installer dans ses os. Tante Carole, te souviens-tu de quelque chose d'étrange cet été-là? De quelque chose de différent chez papa ou maman? Il y eut une autre pause. En fait, oui. Ton père semblait anxieux. Je lui ai demandé une fois et il a parlé d'un problème de voiture. Mais ça n'avait aucun sens s'il venait d'acheter un nouveau véhicule. Après avoir raccroché, Jake est retourné voir Cross, qui coordonnait avec l'équipe médico-légale. Tout va bien, demanda-t-elle. Je ne pense pas que la disparition de ma famille soit due au hasard, a déclaré Jake. Je pense que quelqu'un qu'il connaissait était impliqué. Cross haussa un sourcil. Pourquoi penses-tu ça? Jake lui a parlé du reçu, du souvenir de sa tante, du comportement étrange de son père. Tu penses que le dealer Brennan a quelque chose à voir avec ça? Je ne sais pas. Mais nous devons en savoir plus sur lui et son entreprise. Cross hocha la tête. Il connaîtrait leur adresse, leur destination, et même l'heure. Les concessionnaires posent toujours ce genre de questions. Elle a sorti son téléphone. Je vais demander à quelqu'un d'effectuer une vérification complète des antécédents de Richard Brennan. Tandis qu'elle composait le numéro, Jake regarda à nouveau le gouffre. Sous tout ce métal rouillé se cachaient peut-être des réponses, mais il croyait désormais que la vérité se trouvait à la surface, cachée dans la paperasse, les souvenirs et les secrets. Pendant 20 ans, les gens ont été libres, tandis que des familles comme la sienne n'étaient plus que de la ferraille dans un cimetière caché. Cela allait changer. Lorsqu'ils arrivèrent au poste de police de Bowling Green, il était presque 18 heures. Les vêtements de Jake sentaient la rouille et la décomposition, et il ne pouvait s'empêcher d'imaginer ces 6 croix en bois. Cross le conduisit dans une salle de conférence stérile. Des lumières fluorescentes crurent briller sur la table en plastique. Elle étala plusieurs dossiers. Jake s'affala sur une chaise. Du café, demanda-t-elle. Il hocha la tête. Il avait besoin de chaleur. De quelque chose pour se ressourcer. Tandis qu'elle sortait, Jake regardait les dossiers, rapports de personnes disparues, photos, résumés froids qui représentaient des vies volées. Cross est revenu avec 2 tasses de café amer. D'accord, dit-elle en s'asseyant. Mon contact a terminé la vérification des antécédents de Brennan. Jake se pencha en avant. Brennan Auto Sales a ouvert ses portes en 1987. Son dossier est impeccable. Aucune plainte auprès du BBB. Ses impôts sont en règle. Sur le papier, il est impeccable. Sur le papier, répéta Jake. Mais, dit-elle en ouvrant un autre dossier, entre 1995 et 2005, Brennan a vendu des voitures à au moins 12 familles qui ont ensuite disparu dans des circonstances suspectes. Le cœur de Jake battait fort. 12 familles? Elle hocha la tête. Les Henderson. La famille Martinez. Les Thompson. Tous ont acheté des voitures à Brennan peu avant de disparaître. Elle a fait glisser des photos sur la table, des familles souriantes à côté de véhicules neufs et brillants. Normal. Innocent. Ignorant. Ce n'est pas une coïncidence, murmura Jake. Non, ce n'est pas le cas. Mais il n'a pas agi seul. Cela a duré une décennie, au-delà des frontières des États. Cela nécessite de l'aide. Des infrastructures. De la corruption. Des personnes au pouvoir. Elle a ouvert un autre dossier. Jake a découvert des détails troublants sur l'enquête sur la disparition de sa famille. L'inspecteur principal, le shérif d'Aluchkin, avait pris sa retraite en 2010 et s'était installé en Floride. Sous sa direction,
le département de Huchkin a enregistré un nombre inhabituellement élevé de cas de disparition non résolus. 47 familles ont disparu entre 1995 et 2010, dans une région qui en recensait habituellement 1 ou 2 par an. Tous ces cas concernaient des familles de passage dans la région. Des investigations plus poussées ont révélé une sinistre fraude à l'assurance. Les véhicules retrouvés dans un gouffre bénéficiaient d'une assurance tous risques assortie d'importantes indemnisations. La plupart des demandes d'indemnisation ont été traitées par Margaret Pierce, du Hartwell Insurance Group. Les 3 millions de dollars versés auraient été partagés entre Brennan, Huchkin et Pierce, ce qui leur confère un mobile solide pour le meurtre. Cross expliqua la méthode probable. Brennan identifiait des familles aisées et bien assurées, partageait leurs informations avec Huchkin, qui organisait leur interception dans des zones reculées. Les familles disparaissaient, leurs voitures étaient jetées dans le gouffre, et Pierce traitait les demandes d'indemnisation. Le stratagème était clair, efficace et mortel, il fallait éliminer les témoins pour éviter les signalements ou l'identification. Jake fut bouleversé en réalisant que sa famille avait été victime de cette cruelle opération. Cross ajouta un détail glaçant, la famille de Jake ne s'était jamais rendue à son arrêt habituel, Turner S Travel Stop, en août 1998. Ils avaient disparu quelque part entre Columbus et Turner S, probablement interceptés sur un tronçon isolé de l'autoroute 31E. Déterminé à obtenir des réponses, Jake exigea de confronter Rick Brennan, le vendeur de voitures qui avait vendu le véhicule à sa famille et qui était probablement impliqué. Malgré les avertissements, Jake insista pour s'adresser à Brennan et lui demander pourquoi. Cross révéla que Pierce était décédé dans un accident de voiture 3 ans auparavant, et que Huchkin était récemment décédé d'une crise cardiaque, laissant Brennan seul personnage clé en vie. Il comptait exploiter sa nervosité croissante pour lui extorquer des aveux. Le FBI a été interpellé en raison de l'ampleur de l'opération, qui dépassait les frontières des États et impliquait une fraude à l'assurance fédérale. Ils ont planifié une opération d'infiltration où Jake se ferait passer pour un fils en deuil cherchant à tourner la page. Jake était chargé d'enregistrer les réponses de Brennan. Jake visita le parc automobile de Brennan, qui semblait inchangé après 20 ans. Brennan reconnut immédiatement Jake, mais resta discret. La conversation révéla que Brennan connaissait les projets de voyage de la famille et l'itinéraire exact où ils avaient probablement été interceptés. Brennan a conseillé à Jake de laisser le passé de côté, lui faisant allusion au danger de creuser davantage. Jake a insisté pour obtenir des documents relatifs à la vente de la voiture, mais Brennan a évité de répondre directement. Soudain, des agents du FBI et de la police ont encerclé le terrain, intervenant pour arrêter Brennan et saisir tous les documents commerciaux. Une recherche approfondie a révélé des documents détaillés décrivant l'intégralité de l'opération frauduleuse, profil de client, itinéraire de voyage, registre de paiement et rapport post-opération. Ces dossiers froids et bureaucratiques ont confirmé le rôle de Brennan dans l'organisation de nombreuses disparitions et meurtres pour l'argent des assurances. Bien que les archives détaillent tout, sauf le lieu d'inhumation des corps, les autorités disposent désormais d'un moyen de pression. Accusé de meurtre au niveau fédéral, Brennan pourrait bientôt coopérer. Peu de temps après, Brennan a demandé à parler à l'agent Torres, signalant qu'il pourrait être prêt à conclure un accord. Jake regardait Brennan en détention, autrefois confiant, maintenant visiblement vaincu, sachant que la vérité sur sa famille était enfin à portée de main. Jake était assis en face de Rick Brennan et de son avocat dans la salle d'interrogatoire. Brennan a avoué avoir tué 43 familles, soit 212 personnes au total, ciblant celles bien assurées qui traversaient des régions reculées. Il a coordonné l'opération avec le shérif Huchkin, dont les adjoints ont effectué des contrôles routiers de routine avant d'emmener les familles dans un chalet de chasse où elles ont été assassinées. Brennan a admis que Huchkin avait jeté les corps dans une cave sous le chalet, aujourd'hui effondrée. Les demandes d'indemnisation ont été traitées par Margaret Pierce, qui a rempli de faux rapports pour obtenir des indemnisations totalisant environ 8 millions de dollars sur 10 ans. Jake a été dévasté d'apprendre que la vie de sa famille avait été réduite à des sommes d'argent. Le FBI et la police d'État ont organisé une opération de recherche sur le site du chalet de chasse. Les équipes médico-légales ont découvert plusieurs sites funéraires contenant des restes humains correspondant à la famille de Jake. Le docteur Sharon Kim a identifié des restes squelettiques d'adultes et de mineurs présentant des traumatismes indiquant des morts violentes. Jake a choisi d'assister à cette sombre opération de recherche, affrontant la vérité brutale qu'il avait cherchée pendant 2 décennies. De retour chez lui, Jake reçut la confirmation, grâce à son dossier dentaire, que les restes appartenaient bien à sa famille. Malgré le soulagement mêlé de chagrin, Jake trouva un certain réconfort en découvrant enfin la vérité. L'enquête révéla que 14 familles et 47 victimes étaient enterrées sur le site,
et de nouvelles arrestations furent effectuées contre des adjoints et des fonctionnaires complices. Un jour, lors d'une cérémonie funéraire en hommage à sa famille, Jake fut abordé par Mike Brennan, le fils de Rick. Mike lui révéla une découverte troublante, un coffre-fort caché contenant des photos de famille dont celle de Jake achetée chez le concessionnaire. Ainsi que des documents prouvant que l'opération se poursuivait même après l'arrestation de Rick. Des disparitions récentes, comme celle de la famille Taylor, laissaient penser que les meurtres continuaient. Jake, Mike, l'inspecteur Cross et l'agent Torres organisèrent alors une opération de surveillance. Ils visaient Terry Brennan, le frère de Rick, qui avait repris les rênes du projet meurtrier. Les familles ciblées furent prévenues. Et un piège fut tendu pendant les vacances des Patterson. Le plan éclata lorsque Terry tenta d'intercepter les Patterson sur une autoroute isolée. Exactement là où la famille de Jake avait été arrêtée des années auparavant. Mais cette fois, il était surveillé. Sentant le piège se refermer, Terry bloqua la route avec son camion, brandissant un fusil de chasse. Avant qu'il ne puisse tirer, l'agent Torres l'abattit d'un tir précis. La traque sanglante prit fin. Des mois plus tard, Jake supervisa la construction du centre de crise familiale Morrison à Columbus. Un lieu d'aide et de soutien pour les familles de personnes disparues. Il se consacra à cette mission, aidant d'autres victimes à tourner la page et à obtenir justice. Transformant sa propre tragédie en espoir pour les autres. Hanté, peut-être à jamais, par le passé. Jake avait trouvé un but plus grand. Aider les familles toujours en recherche. Savoir que la guerre contre le mal n'était pas terminée. Mais croire qu'ensemble, ils pouvaient le combattre.